Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Jean-Claude Roberdeau, membre de la SAJA dans la région centre. Tous les ans, j'organise un voyage. J'essaye de ne pas aller très loin et puis de faire pas trop cher, mais malheureusement, en ce moment, tout est en train de prendre des sacrés coups de pouce. Je m'aperçois que les zones de logement, ça devient infernal. Donc on va être obligé de faire comme on nous oblige en quelque sorte. Donc cette année, nous sommes allés dans la région de Beaufort, donc Arèche-Beaufort, et nous avons donc logé à l'hôtel Vialet à Beaufort, à Arèche exactement. Je ne vous le recommanderai pas parce que c'est une personne qui est là, qui est, on va la dire, on va pas lui donner un grade dans l'armée, mais on pourrait lui en donner un. Oui, mais vraiment très désagréable. Hein. Et ne penser qu'à l'argent. En plus de ça, bon, l'argent c'est son métier, qu'elle en gagne, c'est normal. Donc nous étions à l'hôtel Vialet, donc à Arèche. Et notre première journée de balade botanique était au Cormet de Roseland. Et au Cormet de Roseland, nous avons pris le chemin qui se dirige vers le col du Bonhomme. Donc là, nous sommes sur une alchémie, sur l'Alchimia Saxatilis. Bon, c'est au début du chemin, on a un chemin assez large, hein, puisqu'on peut passer avec un véhicule, et on monte sur le Cormet de Roseland, et là nous avons toute une zone humide. La partie autour de Beaufort, on a surtout des terrains qui sont très acides, en général, ce qui va conditionner nos trouvailles, hein, puisqu'on va pas... On fait souvent des séjours sur terrain basique, et là on va avoir des terrains acides, donc on va retrouver des plantes plutôt de terrain acide. Bon, bah, le Saxatilis c'est pas particulièrement acide, on le trouve un petit peu sur les deux types de terrain. Avec une découverte pour moi, hein, c'est un Barbarea, Barbarea qui était bracteosa. Toujours pareil, je le connaissais ailleurs. Celle-ci se présentait d'une façon très... Elle était couchée sur le sol. Alors d'habitude, c'est une plante qui fait une touffe en hauteur, et celle-ci était couchée, ça m'avait interpellé, donc je pensais avoir trouvé une nouvelle espèce, et puis en fin de compte, non, c'était pas une nouvelle espèce. Donc, Barbarea. Là, comme on est sur une zone humide, bien entendu, vous avez les Caltha palustris. Je pense que vous connaissez tous ce que c'est que les Caltha palustris. Et puis cette année, me suis bien essayé sur les carex. Je me suis amusé personnellement. Je ne sais pas si j'ai embêté tout le monde avec les carex, mais bon, carex de Missa. Carex, bon, c'est pas toujours facile à déterminer, mais bon, c'est assez amusant. Et je repars sur les carex. Vous voyez, quand on est dans les carex, on commence, et puis mais je ne vais pas vous faire tout sur les carex. Carex frigida. Mais je vais vous en mettre régulièrement. Hein. Je ne vais pas vous en sortir comme ça. Nous sommes sur Corydalis solida. Alors Corydalis solida, on va les trouver souvent derrière les névés. Hein. C'est une plante qui est très précoce. Hein, on va le trouver souvent avec d'autres plantes comme les crocus, hein, on va le trouver au même endroit. Hein. Bon, crocus albinus, c'est non, crocus, je ne sais plus. Oui, c'est vernus, c'est ce que je disais. Avec, naturellement, mon petit péché mignon, les orchidées. Alors là, s'il y en a un qui est capable de me donner le nom, ben il est fort. Personnellement, je suis spécialiste Dactylorhiza, je suis incapable de donner le nom. J'ai mis le nom de Dactylorhiza savoyensis, mais ce n'est pas un savoyensis.
feuilles non tachetées, label très trilobé, il a tout sauf de ça. Oui, c'était histoire de lui donner un nom, mais c'est pas ça. Hein. Alors, pareil, quand vous êtes quelque part, qu'il y a une plante, vous n'arrivez pas à trouver le nom, n'essayez pas de donner un nom, ça ne sert à rien, parce que toutes les plantes, eh bien, il y a beaucoup de variations dans les plantes, et toutes les plantes n'ont pas encore été nommées. Hein. Avec, naturellement, comment il s'appelle, j'ai sacré trou de mémoire, hein, Eriophorum vaginatum. Bon, on reconnaît bien avec tout le toupet en tête. Hein. Et là, nous sommes sur Gentiana alpina. Elles sont souvent plus courtes, hein, mais nous sommes sur Gentiana alpina, sur sol plutôt acide. Et naturellement, on va retrouver une plante, quand on a Gentiana alpina, une plante qu'on trouve souvent avec. Je ne sais pas si elle est derrière, mais je vais vous la montrer. Bon, alpina avec une fleur blanche. Et maintenant, ben, bon, on va retrouver la copine d'alpina. Là, on va voir Gentiana verna. Et maintenant, c'est le Canthémopsis atrata. Normalement, c'est alpina sous l'espèce minima, exactement. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelait autrefois atrata, alpina. Bon, mais c'est alpina. Myonotis des Alpes, donc Myonotis alpestris. Bon, celui-là, vous le trouvez aussi bien sur tout type de sol. Hein. Et un plantain, ben, un plantain qui est très globuleux, hein, qui est plantago, c'est plantago atrata, oui, ben c'est. Et les polygala, qui est Polygala alpestris. Bon, tout petit, hein. Et là, vous voyez, la compagne de la Gentiana alpina, c'est donc anémone, parce que maintenant les pulsatilles s'appellent anémone, il ne faut pas l'oublier. Hein. Anémone, donc alpina sous espèce apilifolia, si je ne me trompe pas, anémone alpina. Petite Véronique, ben, c'est la Véronique des Alpes, hein, avec ses petites feuilles tout le long, mais elle est microscopique. Hein. Veronica alpina. Et puis bon, la classique qu'on trouve sur tous les sols, hein, de la calcarata. Hein. Calcarata ne ment pas dire de calcaire, hein, bien entendu. Oui. Ça veut dire éperon. Hein. Ça n'a rien à voir avec le mot calcaire. Alors ça, c'est pas le plus beau que je montre. Elle était déjà défleurie, mais ça reste une plante. Vous êtes sur une orchidée, là, qui est fanée, hein, qui est en fin de floraison. C'est Corallorhiza trifida, qui est une plante que l'on disait saprophyte. En fait, quand elles ne sont pas saprophytes, à chaque fois je dis qu'elles sont myco-hétérotrophes, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles vivent en symbiose avec une mycorhize qui elle-même est en symbiose avec un arbre qui a de la chlorophylle. Et c'est l'arbre qui a de la chlorophylle qui va amener des éléments carbonés et qui va faire la passerelle entre les deux. En redescendant, on retourne, nous sommes sur Aconiticottomum sous l'espèce Neapolitanum. Alors souvent, c'est une plante, vous voyez, il y a l'éperon en l'air et souvent les bourdons font un trou au fond de l'éperon pour pouvoir butiner. C'est Stachys, Stachys alpina. Stachys alpina qui ressemble beaucoup à Stachys sylvatica qu'on va retrouver on la trouve en Sologne, hein, dans nos forêts assez couramment. Alors, alpina n'a pas de bractées très longues, hein, les petites feuilles, celles des fleurs. Les alpina, donc, elles sont courtes.
et celle des bois a des bractées très longues, hein, c'est la grande différence. Et là, c'est le deuxième jour. Deuxième jour, nous sommes allés au lac de la Gita. Très joli petit lac. Et puis on a trouvé pas mal de choses. Donc là, c'est à l'arrivée, hein, on est au parking, hein, on a le barrage au fond, on arrive par le fond. Donc on arrive au parking, et de là, on a vu pas mal de choses. On a, vous voyez par exemple, une plante aquilée, c'est Macrocarpa, je crois. Je crois que vérifie, mais ça doit être ça. Donc aquilée, que vous allez trouver plutôt dans les mégaforbiers, dans les zones au milieu de la végétation assez haute. Hein. Naturellement, sur tous les éboulis et autres, voilà, c'est une très grande classique, hein, c'est Asplenium septentrional. Oui. Et puis une petite plante qui est pas facile à photographier, c'est l'Astrantia minor. Astrantia minor, on avait un beau rocher avec une belle végétation, il y avait les Astrantia minor qui étaient dedans. C'est une toute petite plante. Hein. Par contre, vous voyez vraiment la gentiane des sols acides, on l'a vu, c'est Gentiana purpurea. Alors, Gentiana purpurea, j'ai été étonné de la trouver fin juin, parce que d'habitude c'est une plante qui est relativement plus tardive, hein, qu'on trouve plutôt en deuxième quinzaine de juillet. Alors elle a le mérite d'exister surtout. C'est pour ça que j'ai pris en photo. Et elle est un petit peu rabougrie par rapport à ce que l'on trouve. C'est une plante qui aime bien les zones humides aussi. Et dans la région de Beaufort, on la trouve en très grande quantité. Je l'ai prise en photo d'autres années et ça nous donne ça quand c'est gros. Ça n'a pas la même tête hein, déjà, hein, c'est un petit peu plus beau. Mais vous avez pas mal de variations, parce qu'elle est rouge, mais vous avez pas mal de variations qui vont sur le jaune et le blanc aussi. Hein. Là, on était en tout début. Ça doit être Gymnadinia austriaca, sous-espèce ibérica. Hein. C'est une des plantes, avec Gallica, ce sont les deux nigritelles les plus précoces. Un Corneliana venant après. Alors, j'aime mieux vous dire que pour les gens qui appellent tout Nigra ou tout Rubra, alors, Nigra et Rubra n'existent pas en France. Hein, on la trouve dans d'autres. Et c'est comme ça qu'on les appelait autrefois, et vous trouverez dans beaucoup de documentation sous ce nom-là. Elles ont été quand même divisées en France en 5 espèces différentes. Et à l'époque, elle s'appelait nigritelle, et maintenant Gymnadenia, ou Gymnadenia austriaca, c'est une espèce ibérica. Au passage, une petite touffe de nard. On l'oublie tout le temps, alors que quand même c'est une plante qui nous représente un milieu. C'est quand même une plante qu'on utilise pour définir un milieu. Hein. La nardée, on va pas l'oublier. C'est tout petit. Hein. C'est quand même plus beau, c'est plus net, hein, ce que j'ai moi. Et avec une autre, alors c'est chouette, hein. Les gens oublient un petit peu quand même les orobanches. Moi je les adore. Il y a des couleurs fabuleuses. Je les adore. Celle-ci c'est Caryophyllea. Alors Caryophyllea, elle va du blanc-jaune au rose. Hein. Pas facile à déterminer. Il faut regarder la couleur des étamines, les poils dans les filets et autres, c'est pas toujours évident. On n'a pas vu en quantité, quelques pieds, donc j'en ai profité pour le photographier. C'est peut-être un des rares que j'ai vu, donc Paradisea liliastrum, qui est une grande classique des amateurs de plantes des montagnes. Avec celle que j'avais appelée Potentilla quand j'ai voulu
nommer la photo, mais quand il y a avec des feuilles comme ça, il est un peu pété, Roberto. Hein, c'est Geum montanum. Ça n'a rien à voir. Juste la famille qui est la même. Par contre, là, une potentille, qui est potentilla grandiflora qu'on trouve dans les rochers, qui est une plante assez costaud. Hein. Ça, c'est une belle plante. Et un petit truc que j'adore, je sais pas, ça doit être alluum, celle-ci, si je ne me trompe pas. C'est domanium, oui. On en a deux qui se ressemblent beaucoup, comme ça. Donc celle-ci, c'est alluum. Avec derrière une autre dans les sédums annuels, sédum atratum. Alors souvent, on les trouve une par-ci, une par-là. Là, j'avais des beaux petits paquets, là, c'était chouette, ça. Alors, atratum, regardez, elles n'ont jamais été atratum, c'est parce que les feuilles sont rouges, qu'elles sont foncées. Vous voyez, les crassuacées, je les adore. Sempervivum montanum, bon, c'est pas des choses difficiles à déterminer, mais je les ai toujours aimés parce que je trouve que ça fait des belles choses. Ça fait... Ça, vous ne connaissez pas. Attends, peut-être il y a un nom compliqué, le temps, c'est Treptopus en plexifolius. Voilà. Alors souvent, on la connaît l'été parce qu'elle fait des belles boules rouges. Je l'avais toujours photographiée en fruits, j'étais jamais venu à l'époque où elle florissait. La fleur est toute petite. Toujours dans les zones un peu boisées, le long des chemins, dans les mégaforbiers, dans ce genre de... Comment elle s'appelle? Treptopus en plexifolius. Streptopus ou strepto? Strepto. Mais c'est une plante qui est assez haute, qui peut faire 60 cm de haut. Oui. Oui. C'est dommage. C'est une belle photo, là. Et vous savez, si vous avez les grandes télévisions, vous faites une clé de vos photos et passez les photos dans la télévision, c'est beaucoup plus beau que sur un écran. Ça, c'est un conseil que je vous donne. On va attendre le Père Noël. Comment? On va attendre le Père Noël. Vous savez, une télévision, avec les événements sportifs, les télévisions d'occasion, ça coûte 50 €, des grosses. Vous allez voir, ils ne savent pas quoi en faire. Bon, encore une orchidée. C'est bizarre, quand je pars en voyage, j'ai toujours des orchidées. Troncenera globosa. J'en ai pas eu beaucoup, je crois que c'est la seule que j'ai eu. Alors qu'il y a des endroits, vous avez dans le Jura, vous en trouvez partout. Oui, c'est Myrtillus. Parce que j'ai Witticidée qui est juste après. On voit la Witticidée avec ses feuilles brillantes. On voit que là, on est sur une plante qui est à feuille persistante. Donc Witticidée. Voilà. Alors, on est encore au Cormet de Roseland, mais là, on n'est pas du tout dans le même chemin. Quelle altitude? Sur le Cormet de Roseland, on va partir plus en haut, sur la façade opposée où on était au début. Donc là, on a fait une petite balade, on a trouvé à chaque fois qu'on a fait des parcours au Cormet de Roseland, on a fait 3 parcours en tout. On avait vraiment une végétation très, très différente. Quelle altitude là? Comment? Quelle altitude? Là, c'est Géranium sylvoticum. Non, mais l'altitude. 2000. 1900, il y avait marqué tout à l'heure. Comment? Au début, il y avait marqué 1980. Ouais, c'est ça. On est quoi à 50 ou 100 mètres de différence avec on n'est pas monté énormément. On n'avait pas besoin d'aller au diable pour trouver des choses intéressantes.
avec naturellement une partie où il y avait les zones, hein, Alnobetulus, hein. Donc vous voyez bien qu'on est sur la façade qui est la moins ensoleillée. Et on repart sur un carex. Celui-là, on dirait qu'il ressemble plutôt au plantain de tout à l'heure. Non, c'est un carex. Carex fétida. Et puis, naturellement, les grandes classiques. Ça, c'est la dactylorhiza, une des dactylorhiza en altitude qui est la plus courante dans les Alpes. Hein. Dactylorhiza alpestris. Hein, avec des grandes feuilles très larges. C'est d'une groupe Maialis, hein, feuilles très larges et souvent assez plates. Hein. Et quelquefois, vous trouvez quelque chose qui ressemble, qui a toutes des feuilles beaucoup plus rondes, beaucoup plus étalées, beaucoup plus horizontales. Souvent, on peut trouver l'aponica. Et malheureusement, l'endroit où il y avait l'aponica, je voulais les emmener sur ce site, et puis il y avait des travaux, les routes étaient fermées, donc ça coûte toujours. Parce que j'ai Trifolium alpinum, hein. Mais je suis toujours. Alors, entre Trifolium alpinum, alpestris, qui sont pas pareils, qui se ressemblent pas, je suis un peu largué complètement. Tous les ans, il faut que je. Bon, j'aime bien la touffe. Alors là, Polygala, c'est celui-ci. Si c'est pas alpina. Non, c'est une Véronique. C'est une Véronique. C'est la Véronique serpillifolia. Vous m'excuserez, mais l'espèce humifusa. Bon, alors ça, c'est très grande classique. Hein. Bon, je vais quand même dire le nom, Andria Soctopitala, c'est pas parce que c'est une classique que j'ai oublié de donner le nom. Alors, et les pilotes des Alpes, hein, c'est Pilodium montanum ou Pilodium alpestre. Hein. Alors, celle-ci est très facile à reconnaître. 3 feuilles qui sont verticillées. Hein. Très facile à reconnaître. C'est la seule qui a 3 feuilles verticillées. Hein. Globulaire cordifolia. Facile aussi à reconnaître avec sa feuille qui est échancrée à l'apex et qui donne un petit peu une forme de cœur. Ça, c'est moins courant. Elisarum, Elisaroides. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sainfoins. C'est pas le Novrikis, bien entendu, mais c'est partie des sainfoins, ce qui fait les capsules, les fruits. Ça fait comme des anneaux les uns derrière les autres. Hein. Alors que le sainfoin normal, c'est pas du tout ça. Ça fait juste chaque graine est entourée. Grande classique sur les zones plus acides, c'est l'épervier orangé, un Hieracium aurantiacum, d'ailleurs qui n'est plus un Hieracium, qui est une Piosella maintenant. Hein? Ouais, non, mais tout ce qui ressemble à la pisoselle, ce sont des pisoselles, point à la ligne. C'est pas très difficile à faire la différence entre les Hieracium et les pisoselles. Là, j'avais un groupe qui était sympa. Alors ça, dans une rocaille, ça peut couvrir une certaine surface. Hein. Pas souvent qu'on la voit en touffe comme ça. C'est peut-être la pédiculaire la plus courante dans les Alpes, mais c'est pas souvent qu'on la trouve en touffe. Souvent on trouve une plante parsée ou les groupes de plantes, toutes les plantes séparées. En touffe, donc c'est Pedicularis verticillata.
une famille de plantes que j'aime bien. Comme beaucoup de ces plantes qui autrefois étaient des Scrofulariacées sont devenues des Orobanchacées. Donc les Scrofulariacées ont été divisées en 3 ou 4 familles. Toutes les plantes qui sont comment dire, hémiparasites ont été regroupées avec les Orobanches. En fin de compte, eux ils l'ont vu sur les ADN, mais en fin de compte, quand vous regardez bien, ça correspond bien à toutes les plantes qui sont hémiparasites qui se retrouvent du côté des Orobanches. Ce qui peut vous faciliter la tâche quand vous voulez déterminer la plante, lui mettre la famille. Dans les arbres, c'est une grande classique. Elle me plaît parce qu'elle a plusieurs fleurs, celle-là. D'habitude, on trouve toujours une plante avec une fleur, puis 2 fleurs, mais une touche de fleurs comme ça sur le même pied, c'est pas souvent. Pinguicula. Toujours une classique dans les orchidées qui est Pseudorchis albida. Pseudorchis albida qui peut faire des hybrides avec les dactyloryza. Et les gymnadélias d'ailleurs. Tout ce beau monde qui s'hybride en se regardant en blanc des yeux. Avec la grande classique, le rhododendron ferrugineux, ça bon. On s'est amusé un petit peu avec les saules. Il y a un endroit, il y avait quelques saules. Moi, c'est pas souvent que j'arrive à. Là, j'avais un bon groupe pour travailler, c'était sympa. Souvent, on en trouve un, puis après, on en retrouve un le lendemain, puis faire les comparaisons, tout ça, c'est envolé. Là, j'avais un groupe de saules, et ce saule, c'est Salix brevicerata. Vous voyez, on repart sur un autre, qui lui est Salix fetida. Il faut avoir la chance d'arriver dans un endroit, c'était avec les zones, il y a un EV qui venait de fondre et on avait tout le monde qui était en chaton, c'était sympa. Avec, vous voyez, Salix l'Algérie. Alors j'ai peut-être fait des erreurs dans mes déterminations parce que les saules c'est pas évident. Je vais pas la science infuse, heureusement d'ailleurs. Bon, celle-ci, est-ce que je dois la nommer? Reticulata, Salix reticulata, c'est quand même sympa aussi. Tout ça, c'est ensemble, tout ce petit monde-là. Et Salix serpillifolia. Salix a déterminé, c'est pas drôle. Quand ils sont tous mélangés, parce qu'ils ont une tendance à s'hybrider très facilement. Ça c'est un peu comme les rosas, les rosiers et tout. Alors là, et des fois, on s'arrache les cheveux. Bon, donc là, on va se retrouver sur la silène à col, c'est la sous-espèce bryoides, celle qui a une tige plus longue normalement. Un beau trèfle. Ils sont jolis. Comment? Ils sont très jolis. Mais cette espèce-là, c'est une sous-espèce exactement, est très variable. Nous sommes tout simplement sur le Trifolium pratas, sous-espèce nivale. Elle a des plantes presque blanches, à des fleurs rouges. Elle a une variation, et là il y avait une touffe qui avait une couleur qui était assez sympa. La couleur elle est plus foncée là que sur ton écran. Non, mais là c'est blanc. Là, je trouve que c'est pas. Là, c'est la couleur. Mais on peut trouver plus foncé encore, mais ça peut aller jusqu'au blanc. Je suis content, j'ai quand même pas trop mal photographié.
Tu sais combien que ça fait de hauteur, ça? Véronique Affila. Donc Véronique Affila, c'est une véronique microscopique à une seule tige, je sais pas, elle faisait quoi, 4 cm de haut, un truc comme ça. Hein. Donc vous imaginez, et toujours à une tige et une fleur. Donc là, je peux pas vous en mettre un bouquet, c'est pas possible. Bon, Viola biflora, une grande classique. Hein. Celui-là aussi. Ça, c'est au bord de la route. Hein. Non, parce que il n'y avait aucun martagon de fleuri. Sauf ceux-là sur le bord de la route, il y avait 2 tiges. On s'est arrêté dans un virage. On avait un petit endroit où on pouvait quand même stationner. Il y a des voitures qui nous frôlaient derrière quand on les prenait en photo, mais c'est pas grave. Hein. Donc, Salix, Guillaume Martagon. Bon, c'est le seul livre qu'on pouvait vous présenter. Parce que c'est une période, on était quand fin, il y a des années, fin juin, quand on est plus au sud, Martagon est en fleurs, vous pouvez trouver Pompona, et vous pouvez trouver également le lys orangé, c'est pour Antacom, qu'importe. Bon. Et puis si vous venez des Pyrénées, vous avez vu le Pyrénées comme juste avant. Ça m'est arrivé une année, j'étais sympa, j'étais heureux d'avoir les 4 lys. Alors là, bon, la route est sur la droite, on a le chemin qui fait tout le tour de cette zone-là. Alors on a l'impression que c'est pas grand, mais il y a 1 kilomètre entre les deux bouts, là. Ça fait quand même une petite trotte, donc on a pris le chemin qui fait tout le tour de cette zone humide. Assez sympathique, et où il y avait de quoi fouiller largement, avec des choses qui étaient très belles. Donc on est encore au Cormet de Roseland, les 3 parcours qu'on a fait sur le Cormet, c'est le 3e, qui est sur le côté Beaufort, à gauche du col quand on descend. Je vous le conseille, cet endroit, si vous allez là-bas, parce que si vous aimez fouiller, il y a plein de choses, parce que les parties plus sèches à gauche, et tout le reste, c'est une tourbière, avec des zones à sphènes carrément vers le fond, avec des buttes de sphènes. C'est assez sympa. Avec, ça n'a rien à voir avec la tourbière, parce qu'on a fait l'approche, c'est Campanule Barbata. Donc, Asplenium pyridis, vous allez trouver des plantes des deux milieux, le milieu plus sec et le milieu humide. Pour l'instant, on est sur du sec plutôt. Serratium arvas sous l'espèce strictum. Et là, c'est tout au fond, où il y a les sphènes. Donc, c'est Circium spinosissimum. C'est le seul que j'ai vu en fleurs. On devait être un petit peu en avance pour les trouver. Ça reste une belle classique, quand même. Oh, là, c'est une photo ratée, ça. Elle est trouble de partout. C'est Gallium anisophyllum. Les petits galliums des Alpes, c'est anisophyllum. Bon, ça, on va le trouver plutôt sur les rochers. Et voilà. Allez, c'est quoi? C'est quoi? C'est Bavarica. On est carrément dans la tourbière, là. Il y en avait partout. D'habitude, Bavarica, on les trouve quelques-unes par-ci, par-là. Là, il y en avait un endroit, il y en avait partout. Un Bavarica, on la reconnaît avec sa grande tige, elle est un bleu très foncé, toujours dans les milieux humides. Donc Bavarica, et avec quand même dans Bavarica, on a la chance, je ne sais pas si on va bien le voir sur la photo là,
d'avoir là une plante qui était bleu clair. Des plantes qui étaient bleu clair. Je ne sais pas si vous arrivez à la mettre en culture, celle-là. Compliqué, hein. Hein, ça ne doit pas être évident. Hein. Qu'est-ce que c'est J'ai jamais réussi à la voir, moi. Hein, ça ne doit pas être évident. Hein. Vous voyez, là, dans la zone où il y avait les sphènes, eh ben, on a eu Persias elago, la famille des Lycopodiacées. Bon, c'est pas rare, hein, le Persias elago comme Lycopodiacées. Ça reste avec les sélaginelles, des plantes qui sont relativement pas rares. Ça, c'est moins courant. C'est dommage, elle n'était plus en fleurs. C'est moins courant. C'est une l'oiselleria. Et vous voyez, dans les buttes de sphène, c'était assez sympa. Ça fait des petites fleurs roses, hein, normalement. Hein. Je crois que ça a changé de nom. Ah ouais. Comment Ouais. Il me semble qu'elle a changé Oui, elle a changé de nom. Je ne sais plus si je laissais ça en oiselleria, parce que les gens la connaissent mieux sous ce nom-là. Il y avait cassé. C'est ça, j'ai cassé. Je vais vous le dire, peut-être si je l'ai mis sur... Si, je l'ai laissé en oiselleria. Parce que les gens ayant des anciennes documentations la retrouvent plus facilement. D'ailleurs, sur la liste que j'ai fait la liste avec les noms Flora Gallica, pour ceux qui ont la liste, et j'ai mis en deuxième colonne, j'ai mis les noms qu'on trouve sur Flora Alpina. Hein, de façon à ce que les gens puissent se retrouver un petit peu, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Bon, ça, hein, connu ça. Les oiselleria, on va voir, c'est beaucoup que j'ai vu, je me rappelle. Alors, ça, c'est la famille de plantes. Il faut pas trop m'en demander. Je sais pas pourquoi. Je fais un rejet sur Pimpinella major et compagnie. Parce que, comment vous dire, c'est une famille de plantes où on nous demande la fleur et les fruits en même temps, pour bien les déterminer. Et la plupart du temps, on arrive au printemps, on n'a que des fleurs. De toute façon, on est feinté. Alors il arrive un moment où ça m'a un petit peu écœuré et j'ai pas insisté, à tort d'ailleurs. Hein. Donc Pimpinella major. Tout à l'heure on avait les saules, là, un autre saule, Salix herbacea. On reconnaît bien la fructification bien rouge et les deux feuilles, hein, donc à ras du sol. Tout le monde voulait voir herbacea quand on a fait les autres saules. Oh ben il n'y a pas herbacea, donc on les a trouvés là. Ben, demande souvent des milieux un peu plus humides aussi. On n'en a pas vu beaucoup. Veratrum album. Là, puis on était un petit peu en avance pour les voir en fleurs. Et dans les zones humides, une petite violette qui est sympa. Toute petite violette, presque blanche, hein, quelquefois, c'est Viola palucis. Feuille arrondie, très ronde, qui n'est pas difficile à reconnaître. Hein. Ça, c'est pour la partie en tourbière. Et le jour suivant, nous sommes allés au col du Pré. Hein, c'est ça, un col du Pré. Le col du Pré, hein. Oui. Col du Pré, qui n'est pas très haut, hein, je suppose, autour de 17, entre 17 et 1800 mètres environ, hein, sur ça. Alors, col du Pré. Ah bah tiens, j'ai oublié celle-là. Ah non, c'est quand même dommage, un petit trou vert farineuse, là, quand même. Ah bah oui, elle est mignonne. Ah, et puis, il y en a peut-être d'autres hein, que j'ai oubliés, du coup. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle n'est pas dans ma liste. C'est le mystère. Mais bon, elle y était. Et alors, ça,
Les renoncules, j'en ai mis quand même, parce que là-bas, il y en a partout, 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 des surfaces énormes. Donc on est bien obligé de la mettre, hein. La renoncule à Conicifolius. Hein. Donc ça c'est superbe. Hein. C'est un des rares endroits où on voit autant. Hein. Dans le col du Pré, là, ils sont en pleine discussion. Il y en a qui discutent, il y en a qui regardent les autres, il y en a qui lui tournent le dos. Vous voyez, il y en a dans tous les sens. Tout le monde réfléchit. Hein. Et donc nous avons pris le chemin qui monte au-dessus du col du Pré, un chemin. Sur la droite, nous avions Dactylorhiza savoyensis. Sur la gauche, nous avions Dactylorhiza fuchside, que vous verrez en photo. Et au milieu de tout ça, vous aviez l'hybride, hein, tant que possible. Donc c'était pas facile. Plus loin, on avait l'hybride avec Alpestris et savoyensis. C'était ça. Moi, j'y serais resté une journée là-dessus. Avec un truc qu'on trouve même chez nous. Hein, c'est très courant ça. Pinopodium. Hein, mais bon, moi j'attends au mois de juillet-août pour les voir en fleurs. Puis il fait tellement sec maintenant qu'on ne voit presque plus. Avec une touffe d'Alpestris, alors en bouton, moi elle me plaisait cette touffe. Elle me plaisait cette touffe. Et puis voilà, ça c'est une fuchsie. Mais c'est la fuchsie, ce qu'on appelle hyperchrome. Donc on retrouve toute la fuchsie, et très colorée. Et dans les formes hyperchromes, vous pouvez avoir même des plantes qui ont les feuilles toutes noires, c'est une seule tache. Hein. Donc j'ai pas mis la classique, mais j'ai mis celle-ci. Et là c'est à la savoyensis. Savoyensis, c'est un ami qui l'a décrit, un ami belge. Deux amis belges. Savoyensis a été décrite de l'autre côté de la montagne, hein, où on est. Hein, on est carrément à l'opposé. On est sur, comment on s'appelle, a été décrite au Contamine. C'est pour dire, c'est pas loin. Le Locus classicus de cette plante-là, c'est le Contamine. Donc, voici Savoyensis, Dactylorhiza savoyensis. Alors là, c'est pas le géranium des marais, hein. C'est Géranium sylvestris ou sylvaticum, sylvaticum, qui est sur une forme rose. Hein. Vous pourrez se tromper avec le géranium du marais. Et on a un trou d'eau. Ménianthes trifoliata, ou le trèfle d'eau. C'est pas si courant que ça, en fin de compte. Hein. C'est pas si courant que ça. J'étais content de les trouver, parce que ça, c'était vraiment la plante inattendue. On avait là, on a discuté là-dessus sur les réponses. Phytoma, je sais pas, là, c'est Betonicifolia, celle-ci. Avec les feuilles. Avec une autre là. Là, on doit être spicatum. Hein. Alors après, il faut voir aussi les pistils, il y en a deux, hein, c'est ça? Pour d'autres, certains et trois pour d'autres, là, je n'ai pas trop bien compris. Parce que j'ai pas vu les... Bon,
Cette rose, je l'ai appelée Rosa Montana. Elle y ressemble, hein, mais avec les hybridations, je pars toujours avec une arrière-pensée. Mais elle est belle. Hein, elle est belle. Et puis, je dois avoir quelque part... non, c'est pas là que j'ai Pendulina, c'est ailleurs. Mais quand vous cherchez la différence entre Pendulina et Montana, c'est pas toujours évident. Hein, et souvent, quand elles se sont regardées de trop près, c'est encore moins évident. Oui, c'est une badiole. Mais on pourrait trouver l'annuel jaune comme ça, je ne sais plus son nom. Vu que les sols sont acides, on pourrait la trouver. Donc Trifolium badium, trèfle B, à cause de ses fleurs, quand elles fanent, elles deviennent un peu couleur brun rouille. Hein. Naturellement, un endroit, on a trouvé, bon, Digita grandiflora, c'est quand même chouette. C'est une plante qui peut passer du jaune au brun. Donc, j'ai eu des endroits où j'ai trouvé des plantes qui étaient presque brunes. Hein. Alors là, on a rencontré un monsieur qui nous a enquiquiné pendant une demi-heure. Il nous a pris pour des gosses d'ailleurs. Je me marrais, un petit gars, si tu savais. Bon, bref. Et au même endroit, on avait ça. Alors, Viola collant. c'est tricolore sous l'espèce Saxatilis. Hein. Alors, voilà. Où est-ce qu'on est là? Au lac de Saint-Guérin. On est arrivé, on s'est pris le saucé. Alors, il y a des photos que j'ai faites, mais une semaine avant, hein, quand il ne pleuvait pas. Bien entendu. Je crois que j'ai, pour ainsi dire, pas pris de photos ce jour-là, quand on y a été. Alors Saint-Guérin, c'est le lac de Saint-Guérin, protecteur des troupeaux, c'est marqué en dessous. Là, j'invente rien. Je trouve que cette photo, elle avait l'avantage surtout de vous dire où on était. Hein? Mais avant d'aller au lac, en montant sur le lac, le long de la forêt, on a cet équisétum qui est la prêle des bois, hein, la vraie prêle des bois, qui doit être protégée. Et elle n'est pas courante. Hein. Elle est très échevelée, très fine et très échevelée. Hein. J'en ai trouvé 3 ou 4 fois. Hein. J'ai trouvé une station du côté de... comment dire, en Cerdagne. J'en ai trouvé une station dans le Massif central. Et je crois que c'est la 3e que je trouve là. Hein. Et vraiment sur les milieux acides. Hein. Bon. Donc là, on est sur Equisetum sylvaticum. Hein. Mais tout le monde passe en voiture hein, devant, mais personne ne sait ce que c'est. Tant mieux d'ailleurs. Avec ça, c'est un chardon, hein, Cardus personata. C'est un truc, un grand chardon qui pique pas. Ça, c'est un chardon sympa. Hein. Grand chardon. On peut le trouver plus bas. Hein. C'est pas un chardon qui monte très haut. On va le trouver en forêt mixte plus souvent. Dans les mégaforbiers également. Bien entendu. Alors là, on est plus dans la même chose. Là. Tout à l'heure, on était dans Hieracium aurantiacum ou Pilosella aurantiacum, ou aurantiaca d'ailleurs. Là, nous sommes en Crépis aurea.
Pareil, c'est une plante, en général, on la trouve un peu partout dans les pelouses alpines, hein, on en trouve beaucoup, mais souvent une fleur par-ci, une fleur par-là. C'est les fleurs, bon, par-ci, non, pas par-là, il y en a pas mal, mais elles sont toutes assez éparpillées. Et là, j'avais une touffe, où j'avais plusieurs fleurs, c'était plus joli à photographier. Hein. Donc, Crépis orientaca, orientaca, oui. Alors je trouvais qu'il avait une drôle de tête, mon vieux Rivalet. Je l'ai trouvé très beau. D'habitude, il est beaucoup plus en cloche, beaucoup plus fermé. Je me suis même demandé s'il n'aurait pas trompé lui aussi. Les hybrides, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et au début du XXe siècle, ils ont découvert que les hybrides existaient. Ils ont fabriqué des hybrides dans leurs imaginations pas possibles. Quand j'ai fait le tri des hybrides dans les orchidées, j'en ai supprimé des 2/3 existants qui étaient impossibles. Génétiquement, pas possible. Ils mélangeaient tout. Ils faisaient des hybrides avec tout ce qu'ils trouvaient. Hein, c'était tombé à la main. Bon. Mais ça m'est peut-être un. Mais il faut rester très prudent. Pour déterminer un hybride, il faut être sûr d'avoir les deux plantes à proximité, ou qu'elles ont existé si elles n'existent plus. Hein, et puis après, voir leur compatibilité génétique aussi. Alors, lui. Après, les fougères, ça c'est un truc de spécialiste, ça. Hein. C'est pas évident. Comment je l'ai appelé? Je ne me rappelle même plus. Gymnocarpium bryopteris. Ça, je ne dirais pas, je sais pas ce que c'est. Une belle mouche. Elle est belle la mouche. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ce sont deux mouches. Il y a des mouches, hein. Tu sais ce que c'est, toi? Une mouche. Non. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Néotie niguoiseau, ce n'est pas une revanche, c'est Néotia nidus avis, qui fonctionne comme tout à l'heure quand je vous ai montré la racine de corail, la Corallorhiza trifida, c'est-à-dire qui est myco-hétérotrophe. Bon, si vous voulez qu'on parle de cette plante, on peut y aller. Dans une demi-heure, on y est encore. Hein, puisque c'est grâce à elle qu'on a découvert la symbiose des orchidées, hein, par un certain Noël Bernard, et c'est grâce à elle qu'on a pu cultiver les orchidées. La découverte de la symbiose. Hein, voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin. Alors ça, il y a une fleur derrière qui est trouble, mais parce que là j'ai photographié plutôt la bébête, hein, vous m'excuserez. Je n'ai pas le nom de la bébête, c'est pas grave, mais cet insecte, il a les deux pollinies sur la tête. Hein. Les deux petites masses jaunes sont les pollinies. C'est les gens qui aiment les orchidées cherchent ce genre de photos. Et avec les pollinies sur la tête, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas difficile à faire sur les néo-. Maintenant, c'est Listera ovata, l'ancien nom, le nouveau nom, c'est Neotia ovata. Hein. Mais quand on regarde bien, morphologiquement, c'est pas idiot. Hein. Bon. C'est parce qu'on a voulu faire la différence entre les plantes qui étaient sans chlorophylle et les plantes qui avaient de la chlorophylle. Mais morphologiquement, on retrouve tout pareil. La parisette à 4 feuilles. C'est ce que je l'attendais, celle-là. Je savais que. Paris quadrifolia. C'est pas souvent qu'on a 5 feuilles. C'est elle a 5 feuilles. Bon. Je trouve la fleur assez originale. Hein. C'est assez original comme fleur. Et puis, on ne va pas très loin au niveau. C'est donc Polygonatum verticillatum,
c'est, on va dire, saut de Salomon à feuilles verticillées, hein, on va dire comme ça en français, hein, que pas une plante rare en montagne. Non. Le saut de Salomon, le vrai, c'est Polygonatum vulgare, vulgare. Et multiflorum n'est pas le vrai saut de Salomon. Il y en a un qui est sur sol acide, l'autre sur sol basique. Un qui a les fleurs plus grosses que l'autre, voilà. Bon. Mais on en a 3 en France, les polygonatomes. Joli aussi, super. Belle rose, hein. Oui. J'ai mis en pendulina parce qu'elle a des gratte-culs allongés. Hein, c'est comme ça qu'on la détermine. Mais bon, c'est toujours pareil, on arrive sur des plantes qui sont avec des silorodons plus ou moins longs, parce qu'il y a toujours de l'hybridation là-dessus. C'est pas toujours évident. Quand on trouve des vrais, on est content. Mais c'est pas évident. Celle-ci, c'est... Bon, je vais louper la photo parce que les fleurs sont troubles, hein, je vous le montre franchement. Saxifraca rotundifolia, normalement. Et normalement, eh ben, la pluie s'arrêtait et on rentrait à la maison après et on allait boire un petit café bien chaud. Et le séjour était terminé.